Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, en ce mois d'octobre, dans lequel je vous offre une ambiance spooky season. Et pour cette 3e semaine, nous allons plonger dans un univers aussi fascinant que troublant. Un univers où certaines âmes, après avoir quitté le monde des vivants, ne parviennent pas à trouver le repos. Ce sont des esprits que l'on appelle bien souvent les âmes errantes, et qui semblent piégés dans une sorte d'entre-deux, complètement suspendus, entre notre réalité physique et l'au-delà, complètement incapables de franchir ce passage. Pourquoi est-ce que ces âmes restent bloquées avec nous ? Quelles blessures, regrets ou attachements les retiennent prisonnières ici ? Est-ce que cela pourrait être la conséquence de la manière dont ils s'en vont ? Est-ce que cela pourrait être à cause d'un lien émotionnel trop fort avec une personne encore en vie ? Est-ce que quelque chose de non résolu à leurs yeux pourrait expliquer leur incapacité à partir ? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions en rendant ce voyage aussi captivant à entendre que ça l'est à le vivre pour moi depuis des années. Est-ce que ces âmes errantes influencent le monde des vivants ? Est-ce qu'ils sont simplement en recherche de paix, ou est-ce qu'ils peuvent également avoir un but perturbateur ? Mais au-delà de tout ça, se pose la question de la libération. Comment est-il possible, finalement, de les aider à passer d'un monde à un autre ? D'ailleurs, est-ce que cela est possible pour toutes les âmes errantes ? Certaines âmes, après la mort, se retrouvent prisonnières d'un espace intermédiaire, incapables de quitter ce monde, que ce soit à cause d'une mort soudaine, on les a tués, maladie foudroyante, accident, d'un traumatisme ou d'attachement émotionnel vraiment très fort. Ces esprits errent sans fin, souvent en quête de paix ou d'une résolution. Ils peuvent être des proches, des ancêtres oubliés ou même des inconnus, reliés à des lieux spécifiques. Vous voyez, par exemple, moi, je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais en couple avec quelqu'un qui prenait du poids sans savoir pourquoi, qui avait une transpiration vraiment très excessive. Il était toujours très blanc, il était toujours très fatigué, et on ne se connaissait pas depuis longtemps quand je lui ai dit qu'il avait peut-être un membre de sa famille qui n'était plus de ce monde, bien évidemment, et qui était resté accroché à lui. Bien évidemment, il était déjà ouvert à ce genre de choses, sinon ça serait complètement bizarre de dire ça à quelqu'un qui n'est pas ouvert à tout ça. Alors on en a discuté, je lui ai posé plusieurs questions et on a tout de suite trouvé de qui il s'agissait. Il s'agissait de son grand-père, dont il était super proche. Et son grand-père était resté accroché à lui tout simplement. Alors bien entendu, je vous invite à avoir du recul. Toutes les personnes qui souffrent de transpiration excessive n'ont pas une entité collée à eux. Tout ça, c'est du domaine du ressenti, comme j'ai pu vous l'expliquer dans les épisodes précédents de ce podcast. Il suffit parfois de se connecter à son intuition, de voir ce qui nous vient, et surtout de ne poser aucun jugement. Mais pour ça, bien entendu, ça nécessite d'être ouvert à ces choses-là. Parce que si vous avez même une minuscule partie de vous qui pense que c'est beaucoup trop perché, vous n'arriverez pas à capter ce genre de choses. Et donc, comme il était ouvert à ça, je lui ai fait une séance rien que pour lui, en direct. Je savais pas trop quoi raconter à l'époque, alors ça m'est venu plutôt sur le moment. Et il avait énormément de mal à lâcher prise. Il se crispait, il fermait les poings. Et puis à un moment donné, il a tout relâché. Il s'est détendu quasiment à la fin de la séance. Quand je vous dis une séance, c'était une sorte d'hypnose régressive, avec plein de méthodes que je mélange pour faire un truc à ma sauce, ce qui fait que c'est toujours difficile de lui coller un nom, alors je préfère dire une séance. Et donc juste à la fin, à quelques minutes de la fin, il se détend. Il ouvre les yeux et il me dit « Je vois aucune différence ». Oui, il était vraiment aussi très cartésien. Ouvert à ces choses-là, mais très cartésien. Et puis le lendemain matin, il n'avait plus aucun problème de transpiration excessive. Il avait repris des couleurs, il n'était plus du tout fatigué. Il avait rêvé toute la nuit de son grand-père. Et si mes souvenirs sont exacts d'ailleurs, son rêve devait ressembler à une sorte de train ou de métro. Et ils étaient ensemble dedans et à un moment, il descend du train et il laisse le grand-père continuer dans le train. Et tout est rentré dans l'ordre depuis. Ça,
C'était la petite anecdote perso pour vous introduire ce thème, pour que nous puissions justement aller explorer maintenant pourquoi ces âmes ne parviennent pas à franchir le seuil de l'au-delà. La réponse en réalité, elle réside dans plusieurs facteurs, spirituels mais surtout émotionnels, qui influencent ces âmes errantes. Tout d'abord, une des raisons majeures, c'est l'attachement émotionnel fort au monde des vivants. Certaines âmes sont incapables de se détacher des personnes qu'elles ont aimées ou des lieux auxquels elles se sentent profondément liées. J'ai d'ailleurs pu observer ça quand des personnes avaient construit leur maison elles-mêmes. Elles y étaient beaucoup trop attachées pour partir. Mais aussi quand un parent qui part à un moment où il estime que son enfant, et même si son enfant est largement adulte, ne pourrait pas se débrouiller sans lui. C'est un lien qui peut être amplifié aussi par des promesses non tenues, comme quelqu'un qui aurait fait une promesse mais qui n'aurait pas eu le temps de l'honorer. Des responsabilités inachevées aussi, comme l'exemple que je vous ai donné avec un parent ou un grand-parent, peu importe, mais qui part en estimant que sa descendance ne pourra pas se débrouiller sans lui ou sans elle, ou même par une incapacité à accepter leur propre décès, ce qui arrive davantage quand les gens avaient de grands projets qu'ils n'ont pas pu mener à terme, par exemple, mais aussi quand c'est rapide ou soudain. Il peut y avoir un problème à accepter parce que il va estimer, par exemple, ne pas avoir eu le temps de s'y préparer. Mais ça, c'est toujours un exemple parmi tant d'autres, parce que chaque cas est toujours très, très particulier. Ensuite, le trauma au moment de la mort joue également un rôle très important. Une mort soudaine ou une mort violente, comme un accident ou un meurtre, peut laisser l'esprit dans un état de confusion. Incapable de comprendre qu'il est mort, l'âme continue à errer, cherchant des réponses ou une forme de résolution à ce qui lui est arrivé. Il y a aussi la peur de l'inconnu, la peur du jugement surtout. Certaines âmes redoutent un jugement ou des conséquences karmiques pour les actions passées. C'est une peur qui les pousse à rester dans un état qu'on appelle de non-transition, en préférant le monde qu'elles connaissent déjà, même si elles n'ont plus aucune place, à l'incertitude d'un monde qu'elles ne connaissent pas. Enfin, dans certains cas, des énergies négatives ou des entités plus sombres, dirons-nous, peuvent interférer avec le processus de passage. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas un sujet auquel j'ai eu affaire et je ne le maîtrise donc pas. Dans ce cas précis, il pourrait s'agir d'entités internes, c'est-à-dire par exemple liées à un conflit émotionnel non résolu à l'intérieur de l'âme elle-même, ou une entité externe que l'on pourrait par exemple appeler malveillante, même si, à titre personnel, je n'aime pas trop ce terme, je préfère davantage le terme de parasite énergétique. Et dans ces deux cas, ça peut tout à fait retenir une âme dans un état d'entre-deux. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les poltergeists. Contrairement aux âmes errantes qui cherchent quand même très souvent une forme de paix, les poltergeists sont des esprits plus perturbateurs, voire agressifs. Alors agressifs dans le sens où l'énergie est beaucoup plus puissante puisque reliée à l'état émotionnel. Le terme de poltergeist, ça signifie littéralement esprit frappeur. Et ça décrit des entités qui se manifestent à travers des phénomènes physiques. Des bruits, des objets déplacés, des portes qui claquent ou des sensations vraiment très étranges. Alors les poltergeists, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup connu dans ma vie. Ça m'est arrivé quelques fois, notamment quand j'étais très jeune et que j'étais partie passer le week-end chez mon copain de l'époque quand j'habitais en Seine-et-Marne. En fait, il vivait avec son frère dans une extension de la maison de leurs parents, mais c'était une extension qui reflétait absolument pas leur tranche d'âge. On aurait vraiment cru que ça appartenait à des gens, mais très 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 vieux. Rien n'avait bougé, rien n'avait changé. Et je me souviens que très rapidement, quand je suis rentrée dans cette extension-là, je me suis sentie pas très bien. Déjà, j'avais l'impression qu'on m'observait tout le temps et je me sentais pas bien. C'est difficile à décrire, c'est vraiment une sensation interne, on ne se sent pas bien. C'est le genre de sensation qu'on peut vraiment ressentir quand on laisse parler son intuition et qu'on ne juge rien. Il y avait des choses qui tombaient régulièrement, donc j'ai commencé à en parler. Et c'est son frère qui m'a dit « Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'il arrive des trucs ici, ça fait longtemps que ça se passe, ça fait longtemps qu'il y a des choses qui tombent, et ça fait longtemps qu'il se passe des choses dans cette extension de la maison. Et pas dans la maison,
de ses parents, enfin de leurs parents, uniquement dans l'extension de la maison. Il y avait des objets qui tombaient, il y avait des objets qui étaient même projetés sur les murs. Et c'était une extension de la maison dans laquelle, littéralement, personne n'aimait rester. Ils y allaient pour dormir, mais ils y restaient pas, ils y passaient aucun temps, parce que chacun trouvait que l'atmosphère était très pesante. Et moi, je me souviens qu'un soir, alors qu'on allait se coucher, donc il y avait lui, moi, son frère et la copine de son frère. On était 4 à voir et à ressentir les mêmes choses. Et donc un soir, on va se coucher. Clairement, il n'y avait absolument personne derrière moi. Et il y a véritablement eu quelqu'un, quelque chose qui m'a poussé. Alors pas violemment, n'exagérons pas, mais qui m'a poussé contre le mur. J'ai vraiment senti une pression contre mon corps de quelqu'un qui me pousse. Et comme j'étais pas seule, on a clairement tous vu que j'ai été poussée. Je me souviens que ça m'avait fait peur à l'époque. Mais je vous avouerai que comme on s'est séparés pas longtemps après, j'ai pas cherché plus loin à creuser dans cette maison. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette extension de la maison avant ou même par la suite, mais là-bas clairement, on n'était pas dans le cas d'une âme errante qui cherchait la paix, on était vraiment dans le cas de quelqu'un de pas content et qui avait beaucoup de puissance. Parce que clairement, c'est pas donné à tout le monde de déplacer des objets et de pousser des gens. La plupart des âmes rentrent dans vos maisons, dans vos vies, vous remarquerez jamais leur présence. La plupart. Et la puissance, justement, vient souvent de l'état émotionnel. C'est-à-dire que plus quelqu'un est en colère, plus il a de la puissance. Mais ça, c'est aussi valable dans notre monde à nous. Si vous êtes en grand danger, que vos enfants sont en danger ou vous êtes très en colère, votre force va littéralement se décupler. Eh bien, c'est exactement la même chose. J'avais vécu un second cas, mais cette fois-ci, c'était pas moi. C'était quelqu'un devant moi. C'était à ma formation d'hypnothérapeute en 2017 chez Camille. Et durant toute la semaine, j'étais restée dormir chez elle. Elle m'avait accueillie chez elle avec une autre participante d'ailleurs. Et puis il y avait le conjoint de Camille, et puis il y avait aussi la fille de Camille, et il y avait aussi quelqu'un qui avait été formé il y a longtemps, Fred, et qui était aussi là. Donc on était restés durant la semaine, en plus de la formation, on restait donc le soir et la nuit. J'étais restée dormir chez elle dans sa maison familiale. La première nuit, j'ai dormi toute seule dans une chambre, et à partir de la seconde nuit, j'ai dormi dans la même chambre que quelqu'un d'autre, dans le lit de quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre. Parce que ce qui se passait, c'était beaucoup pour moi à l'époque. Même si on a l'habitude de certaines choses, parfois, ça peut être beaucoup. Donc je me souviens que toutes les autres nuits, j'avais dormi dans une chambre avec quelqu'un dans le même lit et on discutait. Il y avait des bruits et on voyait les portes s'ouvrir, se fermer. On entendait des bruits de pas de quelqu'un qui montait dans cet escalier en bois qui menait à notre chambre et à la chambre d'Emma juste à côté. Alors qu'il n'y avait personne. Il n'y avait absolument personne. Et c'est vrai que c'était très intense, de la même manière que je me souviendrai toujours le jour où Sébastien, le compagnon de Camille donc, a monté l'escalier juste devant nous, et il a clairement été bien projeté dans le mur derrière alors qu'il montait l'escalier. Mais chacun avait l'air de prendre ça super à la légère, ils avaient l'habitude, et c'est peut-être ça aussi, la clé pour bien vivre tout ça, c'est de dédramatiser. Même si j'ai bien conscience qu'avec tout ce que je vous raconte, vous pourriez vous dire « Ouais, mais enfin, t'es bien gentille ». Sur le moment, ça doit être quand même difficile de le dédramatiser, mais je suis quand même assez d'accord avec vous. Moi, je vous le redis, ça a vraiment été très très rare, ce genre-là dans ma vie, et je pense que c'est énormément lié à des endroits davantage qu'à des gens. Mais ça reste mon opinion personnelle, basée aussi sur mon expérience personnelle. Alors bien heureusement, il existe des personnes qui ont une capacité particulière en lien avec tout ce que je vous raconte. Ce sont les passeurs d'âme. C'est des gens qui peuvent être dans le domaine ésotérique, bien entendu, des médiums ou autres, ou pas du tout. Ça peut tout à fait être Sylvie, 53 ans, comptable en Seine-Maritime. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas obligé d'être un métier officiel et à part entière. Ce sont des gens qui, si je devais vous l'expliquer de la manière la plus simple possible et imagée possible, ce sont des gens qui possèdent une clé pour ouvrir la porte qui va permettre à toutes ces âmes errantes de passer dans l'au-delà. Et tout le monde n'a pas la clé. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ne vivront jamais tout ce que je vous ai raconté dans ce podcast. Et des gens pour qui ce sera le lot quotidien, soit depuis quelque temps, soit depuis leur naissance. Une âme qui reste ici, peu importe la raison, c'est un bug dans le système. C'est pas sa place. Et c'est ce qui crée des déséquilibres à tous les niveaux.
autant de son côté que de notre côté. Et c'est la raison pour laquelle ils auront tendance à se manifester auprès de gens qui ont la capacité à résoudre leurs problématiques. Mis à part l'ancêtre qui reste accroché à vous parce que le lien émotionnel est trop fort, pour le reste, les âmes auront tendance à aller vers ce qui leur sera le plus utile. Quelqu'un qui aura donc la capacité à résoudre leurs problématiques. Mais attention, ça ne veut pas dire que la personne qui a la capacité à résoudre leurs problématiques est au courant elle-même qu'elle a la capacité de résoudre la problématique. Et c'est ce qu'on peut voir notamment pendant toutes les premières fois dans la vie de quelqu'un où on voit que quelqu'un qui n'est plus de ce monde apparaît ou se manifeste. On ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qu'on doit faire et parfois ça peut durer très longtemps et c'est très inconfortable pour tout le monde. Il y a des gens qui, jusqu'à la fin de leur jour, ne comprendront pas ce qui s'est passé parce qu'ils n'avaient juste pas la compréhension de qui ils étaient et de ce qu'ils étaient capables de faire. C'est un peu comme si vous étiez venu au monde avec une clé cachée dans votre poche et toutes ces âmes qui se présentent à vous, elles disent « Je suis bloquée, ouvre-moi la porte !» Mais vous leur répondez « Mais de quoi tu parles? Quelle porte? Quelle clé? Je comprends pas !» Et c'est un dialogue de sourds qui s'installe. Parce que de leur côté, ils savent très bien que vous avez la clé et la possibilité d'ouvrir. Et de votre côté, vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe. Mais je vous le redis, même si j'aime pas faire des généralités, je n'ai jamais vu ou entendu qu'une âme errante se déplaçait vers quelqu'un qui n'avait pas la capacité de lui venir en aide. Que vous croyez ou non aux fantômes, tous ces récits que je viens de vous partager touchent à quelque chose de fondamentalement humain, la quête de paix et de réconciliation après la mort. Alors, en conclusion de tout ce que je vous ai raconté, ce voyage entre les mondes nous rappelle que la frontière entre la vie et la mort est plus fine qu'on le pense, surtout en cette période, où les esprits errants rôdent, les poltergeists frappent et les passeurs d'âme tendent la main aux défunts en quête de repos. Que ce soit par peur, par attachement ou par oubli, ces âmes perdues nous montrent que la mort n'est pas toujours la fin. Mais peut-être devrions-nous nous demander « Et si un jour, nous devenions nous-mêmes ces âmes errantes, prisonniers d'un monde que nous ne contrôlons plus ?» Alors restons attentifs, car derrière chaque murmure, chaque ombre, se cache peut-être un esprit en quête de lumière ou de justice. Et maintenant, quand vous sentirez un frisson dans le dos, demandez-vous, est-ce que c'était juste le vent ou un esprit qui cherchait à se faire entendre? Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Ambiance Spooky Season.